Alors, Oui. heureuse? Bien sûr, je suis là. Nous sommes en plein dans la rubrique Instant Santé. Je vais inviter tout de suite les téléspectateurs à suivre ce reportage réalisé par Génial Afouda Moussi Agboka qui nous informe sur comment nous devrons entretenir notre cœur. Il faut que nous ayons un cœur sain. Voici son reportage. Quand il cesse de fonctionner, c'est qu'il n'y a plus de vie. Vous l'aurez sans doute deviné, cet organe, c'est le cœur. Situé dans la cage thoracique, ce muscle battant de la taille du poing est essentiel au bon fonctionnement du corps. Le cœur, c'est un appareil qui est chargé d'aspirer et de refouler le sang. Dans cette activité, le cœur va permettre l'échange d'oxygène et de CO2 au niveau du poumon. Ça va permettre donc l'élimination du CO2 et l'entrée d'oxygène qui va être apportée aux cellules pour leur métabolisme. En faisant leur métabolisme, les différentes cellules vont produire des déchets. Et c'est dans la circulation du sang que ces déchets-là vont être éliminés également. Le cœur va agir au niveau de certains organes par la production des hormones pour agir à distance et transporter également les hormones d'autres tissus pour les apporter à des cellules qui en ont besoin. Avec autant de fonctions indispensables pour la survie, une bonne santé cardiaque s'avère donc primordiale, d'où l'intérêt d'y veiller. L'utilisation requiert donc des activités physiques qui doivent être adaptées à l'âge, d'accord? Et également, il faut donner à ce cœur les éléments dont il a besoin selon les pathologies qu'on peut avoir. C'est un organe essentiel dont il faut bien prendre soin. Et ça, Apollinaire Kendi l'a compris. Il vient d'ailleurs pour la première fois de sa vie faire un check-up chez le cardiologue. L'ECG est quasi normal. Il y a juste une petite anomalie pour laquelle vous n'aurez aucune sensation. Même si on le trouve bien, si c'est négatif, je peux consulter le médecin de temps en temps. Les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles provoquent 31% des décès prématurés, avec pas moins de 400 morts par jour. Voilà, le cœur, un organe vital, heureuse d'Anondé. Oui. Oui. Et puis, Génial a si bien entamé son reportage en le disant, lorsque le cœur cesse de fonctionner, C'est qu'il n'y a plus vie. il n'y a plus vie. Et elle a bien chuté également en disant on a au moins 400 morts par jour liés à cela. Donc, c'est vraiment important de le dire. Et comme Ghislaine a eu à le notifier, il faut maximiser ses actions de communication sur comment entretenir son cœur, comment éviter les accidents vasculaires cérébraux et tout ça. Et nous sommes dans la même dynamique en invitant sur ce plateau notre cardiologue du jour, Joyce Roumenou, n'est-ce pas? Merci d'être là. Bonjour, docteur Roumenou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, le cœur, on en parle tellement, mais on n'en parle jamais assez. Pourquoi c'est si important d'entretenir son cœur? Alors, je vous remercie d'aborder ce sujet qui est d'autre crucial aujourd'hui parce que, vous savez, aujourd'hui, la maladie cardiovasculaire représente la première cause de mortalité au plan mondial. C'est-à-dire que quand on prend toutes les pathologies confondues, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité avec plus de 17 millions par an. Donc, c'est une information essentielle, il faut que tout le monde le retienne. Et ces données sont valables aussi bien dans les pays développés que les pays en voie de développement comme le nôtre. Ici aussi, vous avez déjà une fois certainement entendu dans votre entourage qu'un proche, que ce soit un parent ou un ami ou un collègue, a fait une complication cardiovasculaire. Et on en parle de plus en plus. Donc, c'est sans discrimination de race, de classe et même d'âge. Parce qu'entre-temps, on pensait que c'était l'apanage des personnes âgées. Des adultes. Mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de complications cardiovasculaires chez les enfants. Jeunesse. Chez les personnes jeunes. Donc, il est important d'en parler. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nuire au cœur? Alors, qu'est-ce qui pourrait nuire au cœur? C'est vrai que quand on en parle, beaucoup de gens demandent quelles sont les causes de ces complications cardiovasculaires qu'on rencontre au quotidien. Souvent, on les désigne par un terme
qu'on appelle facteur de risque cardiovasculaire. Parce qu'on ne va pas identifier un seul élément qui, à lui seul, cause des complications. Mais c'est un ensemble de circonstances qui agissent ensemble pour favoriser la survenue des maladies. Un ensemble de circonstances qui agissent ensemble. Et ces circonstances, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va encore ranger en 2 groupes. Il y en a sur lesquels on ne peut pas agir parce qu'ils sont un peu propres à nous. Et il y en a sur lesquels on peut agir, ils sont modifiables. Heureusement, ce sont les plus nombreux. Ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Quand on est un homme qu'on a plus de 50 ans, quand on est une femme qu'on a plus de 60 ans, on est un peu plus à risque. Quand on est de sujet masculin, le sexe masculin en lui-même est plus à risque. C'est ça, c'est cette partie-là précisément qui m'étonne à chaque fois que je lis, je suis des émissions et autres sur le sexe masculin est plus à risque. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est vrai, les hommes vont se demander si c'est une discrimination négative en leur faveur. Est-ce que c'est leur morphologie? C'est une discrimination de la nature. Qu'est-ce qui explique la chose? Ce ne sont pas les femmes qui ont fait cette discrimination. C'est parce que les femmes, tout au long de leur vie, jusqu'à un âge donné, elles sont protégées par certaines hormones qui sont produites par l'organisme naturellement. Ces hormones, on les appelle les œstrogènes. Et cette protection va disparaître dès qu'on passe le cap de la ménopause. Voilà pourquoi on dit 60 ans. Encore qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément 60 ans tel que caricaturé, parce qu'il y en a qui iront à la ménopause beaucoup plus tôt, sachant que cette protection que les œstrogènes apportaient disparaît à la ménopause. Voilà pourquoi on dit le sexe masculin, à cause de cette protection dont les femmes bénéficient. C'est pas parce qu'on les fatigue souvent, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Les femmes, vous nous fatiguez souvent, vous nous stressez, les difficultés de la vie et tout. Quand on aborde le sujet, la balle se lance dans les femmes. Les femmes disent ce sont les hommes disent ce sont les femmes. Alors, et après, il y a les antécédents dans la famille. Si par hasard un homme a des œstrogènes, il peut les protéger. En fait, c'est ce qu'on peut comprendre par là. Malheureusement, les hommes à la nature, naturellement, ils n'en produisent pas vraiment. D'accord. Alors, on continue donc, sur la ce sont les facteurs non modifiables dont je disais en dernier, les antécédents dans la famille. Quand on a son père, sa mère, son frère et sa sœur qui ont déjà fait une complication cardiovasculaire ou qui ont un facteur de risque tel que l'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé, il faut faire un peu plus attention. Ça ne veut pas dire que quand on a ces 3 facteurs-là, d'emblée, on fera une complication cardiovasculaire. Mais ça veut dire qu'on doit prendre des précautions pour ne pas y arriver. Après, il y a les facteurs qui sont modifiables, les plus nombreux, ceux sur lesquels on va souvent cibler nos actions. C'est d'abord l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de risque cardiovasculaire, parce que tout à l'heure, vous l'avez si bien dit, c'est la journée mondiale de lutte contre l'AVC. Et l'hypertension artérielle, à elle seule, multiplie par 8 le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Quand on prend tous les facteurs ensemble, c'est vraiment la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Et dans chaque famille aujourd'hui, presque dans toutes les familles, il y a au moins un hypertendu. Tout à fait. Il y a encore 5 ans, on parlait du quart de la population, 25%, mais là, on est sur les 30%, le tiers de la population. Donc, c'est très alarmant, ça. Très alarmant, c'est très fréquent et c'est vraiment la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Après, il y a le diabète, un taux de sucre élevé dans le sang, qui est tout aussi pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Le fait d'avoir un taux de cholestérol élevé, et quand on emploie ce terme cholestérol, c'est pour dire ce qui a rapport au gras. C'est le fait de ne pas avoir une activité physique régulière, d'être sédentaire, et pas ricocher de développer une obésité. C'est également le fait d'avoir un stress mal géré. Permettez, avant d'en venir au stress, vous avez dit un taux de cholestérol élevé. Donc, le cholestérol, déjà, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est lorsque le taux est élevé, parce qu'à des moments donnés, on entend même des médecins qui ne s'entendent même pas sur ce point. Il y a le mauvais cholestérol, il y a le bon cholestérol. Tout à fait. Donc, ce n'est pas que le cholestérol en soi est mauvais. Non, c'est vrai que le cholestérol, aujourd'hui, c'est un sujet qui a créé beaucoup de polémiques, même dans les pays développés. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on a parlé des facteurs de risque cardiovasculaire. Comment est-ce qu'ils vont générer des complications cardiovasculaires? Ce n'est pas un mécanisme dont on entend souvent parler, l'athérosclérose, pour dire qu'il y a des dépôts qui se forment dans les artères, ces tuyaux qui sont censés nourrir les organes de sang. Et quand ces plaques se déposent, elles forment des couches qu'on appelle athéromes, d'où le terme athérosclérose. La composition de ces couches-là est majoritairement constituée de mauvais cholestérol et d'autres éléments circulants du sang. Et voilà pourquoi le mauvais cholestérol représente un risque quand son taux s'élève dans le sang. Dans le sang. Alors, aujourd'hui, vous avez dit ce qu'on peut modifier, c'est déjà nos comportements, notre mode de vie pour maintenir notre cœur. Des conseils? Alors, des conseils, disons que je vais répartir
en 3 groupes. La bonne nouvelle, pour qu'on puisse comprendre l'utilité de ces conseils, c'est qu'on a dit que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité, mais 80% des complications que nous rencontrons aujourd'hui peuvent être évitées grâce à un mode de vie sain. 80%. Donc, on a beaucoup à gagner. Donc, c'est déjà nous-mêmes maintenant. C'est déjà nous-mêmes. D'accord. Et ces moyens sont à la portée de tous. Ça passe par notre alimentation. Il faut que nous puissions surveiller ce que nous mettons dans nos assiettes. On commence souvent par le sel. Quand vous rencontrez les cardiologues, on demande de réduire la consommation de sel. Simplement parce qu'entre le sel et la tension artérielle, il y a une relation qui est très directe. Plus c'est salé dans l'assiette et plus la tension artérielle sera élevée. Qui dit tension artérielle élevée parle d'hypertension artérielle. Donc c'est quelque chose qui est très basique. Mais quand on regarde un peu dans nos assiettes, nous consommons énormément de sel. Je sais que l'OMS recommande 5 grammes par jour maximum. Mais on a eu le ministre de la Santé en temps qui avait même demandé que le sel soit à table et non pendant la cuisson des repas, mais plutôt d'avoir le sel plutôt à table et de mettre en fonction du goût, mais sans jamais excéder les 5 grammes dans la journée. C'est l'idéal. Disons que l'idéal, c'est d'apporter le sel à la fin, si vous voulez. Même si vous ne l'avez pas à table et que vous le mettez en fin de cuisson de votre sauce, par exemple, ça revient sur le même principe. C'est de ce principe-là qu'il a voulu parler. Parce qu'on en rajoute vraiment beaucoup. Hein. Comme je vous dis, quand on regarde, massivement, on dépasse les 20 grammes par jour. C'est énorme. Et on habitue nos enfants à ça. Tout à l'heure, j'ai parlé d'athérosclérose. Mais l'athérosclérose, ça commence pas à se mettre en place depuis la petite enfance. Depuis l'âge de 5 ans, on peut avoir de petits dépôts. Parce que beaucoup en parlent aussi de l'athérosclérose. Alors, en dehors de l'alimentation, en dehors de l'alimentation dans laquelle il y a le sel, il y a aussi le gras. Tout à l'heure, j'ai parlé de mauvais cholestérol. Et plus on a des excès de gras, plus il y aura de mauvais cholestérol. Pour équilibrer moins d'huile. Mais quand je parle d'huile, c'est pour dire aussi moins de beurre, de mayonnaise, de fromage, de yaourt. Vraiment, tout ce qui est gras. Il faut y aller de façon modérée. Le sucre également, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du diabète. Il faudrait y aller de façon modérée aussi. On va surveiller tout type de sucre. On a le sucre roux, on a le sucre blanc. C'est lequel il faut... Tout type de sucre est à limiter. Même quelqu'un qui ne prend pas du tout de sucre et qui ne prend que du miel, il va quand même limiter sa consommation de miel. Parce qu'au final, on a quand même du sucre qui est libéré dans l'organisme. Quand on parle finalement, on est perdu là. Donc, tout ce qui est sucré, il faut y aller avec modération. Si je dis je ne prends pas de sucre, mais que je prends beaucoup de miel, je suis en train d'aller dans l'excès. D'accord. On a le sucre qui vient des fruits qu'on appelle le fructose. Même si là encore, je fais des excès, ce n'est pas bon. En toute chose, il faut pouvoir éviter l'excès. C'est de cet excès-là qu'on parle, il faut vraiment l'éviter. D'accord. Je glisse en même temps sur l'alcool. On va pouvoir surveiller notre consommation d'alcool. Il y a des gens, par exemple, qui vous disent, moi, quand je vais à une manifestation festive, je ne prends pas de sucrerie, pas de jus de fruits, je ne prends que de la bière, donc je ne prends pas de sucre. Et après, ils sont étonnés de développer dans les années qui suivent un diabète. Simplement parce que l'index glycémique va s'élever dans le sang quand on est dans l'excès d'alcool. Ça aussi, il faut éviter. Le tabac, il faut éviter. Ça, on ne dit pas de diminuer, il faut éviter. Carrément, laisser tomber le tabac. D'y aller. Quand vous prenez un sujet fumeur et un sujet non-fumeur, le fumeur aura un risque d'AVC multiplié par 2. Ça, c'est démontré. Le non-fumeur aura un cœur probablement sain. Probablement sain, s'il n'a pas d'autres facteurs de risque. C'est ça, en fait. Et ce risque, c'est valable pour la chicha. Tout est lié. C'est valable pour la chicha parce qu'on pense qu'on ne fume pas. Qui est devenu un effet de mode aujourd'hui, mais qui représente également un risque. Vous voyez, des gamins, pratiquement, qui fument la chicha, qui prennent la chicha, c'est dommage. J'ai déjà vu, moi, un sujet de la trentaine faire un accident vasculaire cérébral et qui n'avait aucun facteur de risque cardiovasculaire, mais qui consommait régulièrement de la chicha. Les études ont prouvé que c'est un risque pour le cœur, pour les artères. D'accord. Franchement, moi j'ai la chair de poule à la fin de l'entretien. Finalement, on peut devenir son propre ennemi. En fait, c'est ça. Nous sommes nos propres ennemis. Oui, franchement, il ne tient qu'à nous de prendre soin de nous, simplement, de savoir ce qu'il faut manger. Et les médecins auront moins de boulot, en fait. Manger, voilà, ils auront... Faire la prévention cardiovasculaire, c'est un boulot. C'est aussi un boulot, c'est vrai. Moi, par exemple, je fais beaucoup de prévention cardiovasculaire. Ça fait partie du boulot des médecins. Et on va franchement vous remercier. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir, mais beaucoup de médecins, franchement, ne savent pas que l'éducation en santé est meilleure qu'à la prise en charge médicale.
Oui, ceux-là se reconnaîtront. Merci, docteur Oumenou, pour ces précieux conseils. On a eu un médecin ici qui a dit que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons mal, oui, nous mangeons beaucoup. Finalement, finalement, maintenant, j'ai plus peur. Oui. Ce n'est pas simplement que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons du sel, du sucre, de l'huile. Donc, il faut éviter les 3 choses. Je ne sais pas. En excès. Il faut réduire. Il faut réduire. Sinon, ça va être insipide. Ce qu'on... Non, elle a dit qu'il faut savoir réduire. C'est qu'il ne faut pas les consommer en excès. Voilà. L'excès qui nuit. Si vous voulez, c'est clair que l'excès en toute chose nuit, finalement. Oui, de façon pratique, pour un exemple pour le sel, par exemple, quand vous mangez un repas, au moment où vous sentez que c'est suffisamment salé par rapport au goût auquel nous sommes habitués, c'est qu'on est déjà dans l'excès. Il faut que ce soit légèrement salé à votre goût, si vous voulez un marqueur. Après, il y a des choses qu'il faut réduire, mais il y a celles qu'il faut privilégier. Tu aimes beaucoup le sel, hein? Tu te retrouves là-dedans, on dirait, non? Mais dans le même temps. Sel, sucre, huile. Bon. Du moment où le mal est que même les fruits et légumes, il y a des fruits qui, dans les fruits, nous avons du sucre. Et vous avez parlé de fructose. Et il faut réduire encore ça. Oui, je l'ai dit, ne pas faire d'excès. Il ne faut pas se cacher derrière des... Je suis dans fruits et légumes. Je ne prends que des fruits par jour. Et dis, moi, je prends beaucoup de fruits, je préserve ma santé. Sérieusement? Oui. Non, quand on dit consommer des fruits et légumes, on dit bien 5 portions de fruits et légumes. Donc, par exemple, quand on dit portion, c'est pour dire que je ne prends pas toute la pastèque. Ça, c'est un gros fruit. Alors, si je prends tout le fruit, c'est qu'il y a aussi un problème. Oui, c'est une portion. Vous prenez une orange, ce n'est pas la même chose que celui qui prend toute une pastèque. Pastèque, effectivement. Merci, docteur. Merci pour ces précieux conseils. Il y a des messages que moi je retiens. En fait, il faut faire de... Ils sont très très sucrés. Il y a par exemple l'ananas plein de sucre qui sont très sucrés, mais il y a une autre variété qui est moins sucrée. C'est ça. Quelqu'un qui a une glycémie à tendance élevée, on m'a dit d'éviter la variété pleine de sucre, par exemple. Très bien. Mais il n'y a pas un fruit qui est contre-indiqué. C'est ça. Tout est permis. Et en fait, le travail nous revient. Nous devrons limiter, sinon être dans un jeûne ma intermittent. Réalisatrice qui me crie à l'oreille, elle dit, mais finalement, on va prendre quoi? Finalement, on va manger quoi? Est-ce qu'il faut alors aller vers le citron? C'est la question qu'elle me pose. Non, si on fait le trop d'excès aussi dans le citron. Trop d'acidité. Alors, c'est important, il faut le retenir. Quel que soit ce que l'on prend, il ne faut pas... La modération. Il faut être modéré, voilà, il ne faut pas exagérer. Vivre simple et sain. C'est un peu comme la nature. C'est un peu comme la nourriture aussi, quand on parle de régime, dès lors que vous diminuez la quantité de votre repas, vous le ressentez au niveau de votre corps. Oui, vous sentez, franchement, vous... Quand on parle des régimes, moi, je n'ai jamais conseillé cette pratique-là, mes patients, parce que priver l'organisme de nourriture, c'est même générer un stress. Voilà. Quand je le dis, mes collègues ne comprennent pas. On ne doit pas se priver d'un seul repas de la journée. Les 3, il faut maintenant la modération. Il ne faut pas faire comme la tantine qui se prive de repas une semaine, mais la semaine d'après... elle fait le plein. Il ne faut pas oublier l'activité physique. Merci, c'est important. C'est important. Par jour, ne pas rester assis tel que nous sommes pendant plus d'1 heure. D'accord. Au bout d'1 heure, se lever, faire quelques pas dans votre bureau pendant... Vous êtes là 2 heures, hein? Ah bon, non, mais ça, c'est juste temporaire. Voilà, après ça, on va qu'à toutes les courses. Merci, c'est bon. Merci, docteur Oumenou. Franchement, merci pour les instant santé très enrichissant, puisque ça nous parle, hein, ça nous parle tous. On a besoin de bien se porter et le cœur, il est essentiel, n'est-ce pas, pour être bien dans sa peau. On espère vous retrouver sur ce plateau. Avec joie. Avec joie, oui. C'est Joyce.